investi plus dans l'armée, pas pour protéger les populations des forces externes ou des attaquants externes ou étrangers, mais pour se protéger eux-mêmes des habitants, parce qu'ils ont peur de nous. Vous savez, ça me fait souvent rire quand les gens, les Togolais me disent « Tu n'as pas peur ?» Pourquoi tu parles comme ça? Est-ce que tu n'as pas peur qu'on te fasse ceci, qu'on te fasse cela? Mais quand vous regardez les choses, c'est Faure Gnassingbé qui a peur de nous. C'est pas nous qui avons peur de Faure Gnassingbé. Moi, quand je sors, je n'ai pas des chars, des militaires, la sécurité, les films de mercenaires israéliens autour de moi. Mais Faure Gnassingbé ne peut même pas marcher dans son quartier. Les ministres togolais ne peuvent même pas marcher à pied dans leur quartier. Ils ne peuvent pas quitter leur maison et dire « M'avez sans pas virer ». Ils n'en ont pas le courage. C'est souvent facile pour eux de dire aux Togolais, surtout nous qui sommes à l'extérieur du pays, « Ouais, ici, vous n'avez pas peur, rentrez ». Si eux, ils n'ont pas peur, sortez. Si Faure Gnassingbé et ses ministres n'ont pas peur, ils n'ont qu'à quitter leur maison et aller faire des pas. Si Sylvanus Olympio se promenait à vélo à Lomé quand il était président, Eyadema ne peut pas. Quand on annonce même qu'il va passer par une voie, 1 heure avant même que le convoi présidentiel ne passe, on vous bloque, vous ne pouvez même pas marcher. Nos dirigeants vivent dans la peur. Le gouvernement togolais a peur des citoyens togolais. Voilà pourquoi ils dépensent autant sur l'armée. C'est pour leur propre protection. Parce qu'ils savent qu'ils sont une mafia. C'est le voleur qui a peur du propriétaire. Le propriétaire n'a jamais eu peur du voleur. C'est eux qui ont peur de nous. Faure Gnassingbé sait qu'il a peur de nous. Faure Gnassingbé ne peut jamais, au grand jamais, se promener même devant sa porte sans sécurité. Il ne peut pas. Quand vous voyez les présidents dans certains pays aller au supermarché, acheter de la glace, aller à la plage, vous n'avez jamais vu Faure Gnassingbé faire ce genre de choses. C'est impossible. Donc la dictature est coûteuse. Pourquoi? Parce que l'argent qui devait aller au service public, l'argent qui devait être investi dans la construction des écoles, dans la construction des hôpitaux, dans la voirie, dans l'assainissement, dans la production de l'énergie, est dépensé à acheter des bottes et puis des vieux habits aux militaires de Faure Gnassingbé, à nourrir ses gendarmes, à construire des camps, à acheter des chars, à acheter des avions de guerre. Et tout récemment que Faure Gnassingbé aussi a trouvé un nouveau hobby qui est la lutte contre les pirates, je ne sais pas si les Peter Pan, à acheter des bateaux de guerre. On dépense 13 milliards pour acheter des bateaux de guerre dans un pays qui n'a jamais fait la guerre contre même les fantômes. C'est le Togo dans lequel nous vivons. Ce n'est pas ce Togo que nous devons léguer à nos enfants. La dictature est chère. En anglais, on dira dictatorship is expensive. Ça nous coûte beaucoup d'argent qu'on nous exploite. Si c'était qu'on pouvait même nous exploiter gratuitement, là encore, on ne se plaindrait pas. Ce qui est pire à l'heure actuelle, qui fait que les régimes dictatoriaux que nous connaissons aujourd'hui sont pires même que les colons qui existaient hier, c'est que les colons, quand ils venaient nous coloniser, eux-mêmes, ils habillaient leurs militaires, ils achetaient leurs bateaux, ils envoyaient leur armée pour venir tuer le roi et s'imposer par la force. Certes, il y avait l'esclavage, abusivement appelé le travail forcé, mais ils investissaient leur propre argent pour venir nous exploiter. Et c'est en nous exploitant maintenant qu'ils font profit.
Mais nous, sous l'époque néocoloniale, avec les tontons macoutes qui nous ont imposés, c'est nous-mêmes qui finançons notre exploitation. C'est-à-dire que tu vis dans une maison et tu payes toi-même tes braqueurs tous les mois pour venir te braquer chez toi. Tu crées une entreprise et tu payes toi-même le voleur qui viendra te voler. Nous payons pour qu'on nous tabasse au Togo. Nous payons pour qu'on nous vole. Nous payons pour qu'on nous tue. Nous payons pour qu'on nous muselle. Dans ce cas, la colonisation, encore mieux. Au moins, nous ne payons pas qu'on nous tabasse. On nous tabasse et puis ils profitent maintenant de l'argent que nous faisons. Mais là, nous investissons dans notre propre exploitation. Je disais dans mon dernier live que l'on ne peut jamais, au grand jamais, comparer les dictatures asiatiques aux dictatures africaines. Parce que le contexte de leur création, de leur institution même varie quand vous regardez leur parcours et vous lisez l'histoire de ces peuples. Les régimes dictatoriaux en Asie, que ce soit au Vietnam, au Cambodge, en Indonésie, en Chine, en Malaisie, ce sont des dictatures qui ont été instaurées sur la base de la résistance contre l'impérialisme occidental et même l'impérialisme japonais dans certains cas. Ce sont des dictatures basées sur des valeurs de distribution équitable des ressources. Là-bas, l'État dicte la distribution des ressources. Ce sont des dictatures qui, à la base, sont communistes. Et donc, ce sont des dictatures basées sur des idéologies. Et même si moi, je suis contre la dictature dans son ensemble, parce que je pense que on ne peut pas forcer les gens éternellement à avoir quelque chose. Ce sont des dictatures qui donnent des résultats, au moins, qu'on peut le voir, qui sont saisissables. Eux, ils ont la dictature, comme je le disais, des vertus, de la vertu et des valeurs. Nous, nous avons la dictature du vol, la dictature des alcooliques, la dictature des violeurs, la dictature des tueurs. Quand vous regardez les dictatures africaines, que ce soit Paul Biya au Cameroun, Nguesso au Congo, les Gnassingbé au Togo, les Déby au Tchad, ils ont quelle idéologie? Faure Gnassingbé, vous lui connaissez quelle idéologie? Lui, son idéologie change après chaque tripatouage de constitution et après chaque élection frauduleuse. Aujourd'hui, c'est le mandat social. Après demain, c'est le mandat culturel. 20 ans après, c'est mandat scientifique. 50 ans après, c'est mandat historique. Après, c'est mandat économique. Le RPT a quelle idéologie? Le RPT, l'UNIR, là, ils ont quelle idéologie? Vous ne savez pas s'ils sont à gauche, s'ils sont à droite, s'ils sont au centre, s'ils sont au ciel, s'ils sont devant. Eux, leur seule idéologie, c'est manger. Voler, manger, tuer. Ils sont là pour garantir la continuité de notre exploitation. Voilà pourquoi ils n'ont pas démantelé la structure coloniale qui nous a été imposée et qui définit la façon dont nos États sont dirigés. Alors, quand je parle de l'importance du contrat citoyen, qui aujourd'hui est une initiative commencée par certains universitaires togolais, c'est que ce contrat doit nous permettre en tant que peuple de partager notre rêve pour le Togo. Dans chaque secteur, secteur économique, secteur politique, secteur social, secteur culturel, secteur scientifique. Voici le Togo
que nous voulons. Et voici comment, en tant que citoyens, nous souhaitons être gouvernés. Alors, si Faure Gnassingbé et sa horde criminelle pensent qu'ils vont se lever, paraffer un torchon et nous le servir, parce que prenant l'ensemble des populations togolaises comme des malades mentaux, ils se trompent. Nous ne l'accepterons pas et nous ne l'acceptons pas. Et donc, nous allons nous aussi rédiger notre constitution. Et de la même manière qu'il nous a imposé la sienne, nous lui imposerons la nôtre. Parce que le pouvoir appartient au peuple. Il est donc nécessaire à tout un chacun de suivre de près ce processus et d'y contribuer, parce qu'il y va de notre avenir et de celui des générations prochaines. Nous devons donc exiger, à travers une forte mobilisation, une forte conscientisation, que Faure Gnassingbé accepte la constitution que le peuple va lui dicter. Parce qu'en tant que peuple, il travaille pour nous. Du moins, s'il est supposé travailler pour nous. Alors, les gens me parleront comme d'habitude. C'est le Togo. Ils vont nous tuer. Ils vont nous frapper. Ils vont nous faire ceci. Ils vont nous faire cela. Vous savez, je l'ai dit à plusieurs reprises et je vais le dire encore et encore. Quand on regarde les données scientifiques, la population, le pourcentage de population qui contribue à une révolution, ce sont des recherches qui ont été menées par des chercheurs qui ont étudié les soulèvements populaires sur 400 ans, 4 siècles, plusieurs centaines de révolutions. Il n'a fallu que 3% de la population pour faire tomber un régime ou pour changer un gouvernement à travers un soulèvement populaire. Et le soulèvement dans le temps moderne se fait de différentes façons. Ce n'est pas tout le temps que les gens sont dans les rues. Des fois même les gens ne sont pas forcément dans les rues. Mais dans certains cas, il faut que les gens y soient. Mais nous avons tendance à confondre les tactiques. À penser que la tactique substitue en fait la résistance. Ou quand on parle de résistance, les gens vous disent oui, sortez, il faut sortir seulement. Non. Il n'a pas toujours fallu sortir pour obtenir le changement, mais des fois il le faut. Ce qui est important, c'est la participation de tous. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit le boycott, que ce soit le refus de prendre part à certaines initiatives de ce régime, que ce soit la pression sur eux, l'intimidation sur eux. Nous devons être nombreux à participer de la façon dont nous nous sentons le plus capables de participer et de contribuer. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas de pied de courir. Donc, dans la mesure de nos possibilités, nous devons trouver le moyen de contribuer et de participer. Alors, si pour vous, marcher dans la rue vous fait peur, il y a d'autres moyens de contribuer à la résistance qui n'exigent pas que vous marchiez dans la rue. Mais il y a des personnes qui, même s'il y a 1 million de militaires dehors, eux, ils sont prêts à marcher. Ce que nous ne devons pas faire en tant que peuple, c'est capituler, croiser les bras, tout simplement parce qu'une seule tactique nous fait peur. Si le régime organise des concerts et que vous ne participez pas, c'est la résistance. Si les barons des régimes ont construit des entreprises, des boutiques, des magasins et que vous n'achetez pas chez eux, vous boycottez leur business, c'est la résistance. Si vous décidez d'écrire des articles
d'animer des blogs pour dénoncer ce qu'ils font, c'est la résistance. Si vous voulez écrire aux institutions, mettre la pression sur les différentes institutions au Togo, c'est la résistance. Si vous voulez gréver, c'est la résistance. Si vous voulez faire des posters ou des graffitis pour dénoncer l'abus, c'est la résistance. Ou pour proclamer la liberté du peuple, c'est la résistance. Si vous voulez chanter, c'est la résistance. Si vous voulez même dormir 24 heures sur 24 en vous disant que moi, je ne sors plus de chez moi, tant que Faure Gnassingbé n'accepte pas la nouvelle constitution que le peuple lui demande, c'est la résistance. On ne peut pas, parce qu'on est allergique à un produit, refuser de manger. Vous allez mourir de faim. Quand on ne peut pas choisir une tactique, on peut trouver des alternatives. Mais c'est quand on se retire tout simplement de la résistance, parce qu'une seule tactique vous fait peur, c'est là qu'on est un soumis. C'est là qu'on trahit la lutte. C'est là qu'on trahit la génération à venir. C'est là qu'on est un couard, un peureux, un poltron, un inutile. La résistance se fait en fonction des capacités des uns et des autres. On dit qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une dame de nationalité française, je crois. Elle était ingénieure. Son nom m'échappe maintenant. Mais c'était quoi son histoire? Elle travaillait à l'époque en tant qu'ingénieure dans une usine, non, dans un atelier de réparation des avions de guerre allemands. Elle était très jeune, elle avait 24 ans et elle était la seule femme ingénieure de l'équipe. Comment est-ce qu'elle contribuait à la résistance du peuple français contre l'occupation nazie? Elle torpillait les avions de guerre allemands. Elle déboulonnait certaines choses pour que l'avion, quand les militaires allemands soient dedans, puisse faire un crash. Moi, je n'ai pas peur de vous dire la vérité. Hein. Les dictateurs qui sont au Togo, nos dirigeants là, ils ne conduisent pas des voitures. On n'a pas de mécanicien au Togo. C'est juste une seule idée. Hein. Pour vous dire que quand on veut, on peut. Quand on ne veut pas, on dit non. La résistance se fait à chaque niveau en fonction de ses capacités. Si cette dame était sortie pour aller dire « Je ne veux pas de Hitler, à mort Hitler, à mort les nazis », elle aurait été assassinée. Mais cette dame, en étant dans cet atelier de réparation des avions allemands, a contribué plus à la résistance que beaucoup d'hommes français qui étaient au front avec des armes à la main. Alors ce n'est pas les idées qui doivent nous manquer. Si nos grands-parents, comme je le dis toujours, ont su résister à l'une des plus grandes puissances de ce monde, qu'est la France à l'époque, parce qu'aujourd'hui elle ne sert à rien. À une époque où il n'y avait pas d'électricité, il n'avait pas de téléphone, il n'avait pas d'internet. Dire aujourd'hui que les semi-lettrés, les analphabètes, les incultes que Faure Gnassingbé a ramassés pour peupler son parlement et son armée là, les déchets intellectuels là, sont des gens qui sont plus forts et plus intelligents que nous. C'est une insulte à notre intelligence. Moi, je refuse qu'on me dise que ces cancres chroniques sont les plus intelligents du Togo et que nous, en tant que peuple, les 8 millions d'autres que nous sommes, nous ne sommes pas capables de résister à ces cancres qui eux-mêmes savent que si ce n'était pas nomination politique, eux, ils ne serviraient à rien. Vous ne pouvez même pas nettoyer les chaussures de quelqu'un.
Alors, je pense que j'ai assez parlé. Avant de vous laisser parler, de vous laisser partir, pardon, ce que je vais vous dire, c'est que nous avons tous un rôle à jouer dans la construction d'un État libre. Quand Charles de Gaulle organisait la résistance contre les Allemands, il vivait à Londres. Quand Ayatollah Khomeini a organisé la plus grande révolution que l'Asie ait connue dans les années 70, la révolution iranienne, il vivait à Paris. Quand Robert Mugabe a commencé sa résistance, il vivait au Ghana. Quand il avait commencé sa résistance, excusez-moi, je pense que j'ai reçu une alerte sur mon téléphone. Quand Robert Mugabe a commencé sa résistance contre les Anglais pour libérer la Rhodésie et créer le Zimbabwe, il vivait au Ghana. Même Julius Nyerere, qui a libéré la Tanzanie, vivait entre-temps au Ghana, en exil. Il fut une époque où la plupart des leaders de l'ANC qui ont libéré l'Afrique du Sud vivaient au Mozambique et en Tanzanie. Quand Simon Bolivar, qui a libéré plus de la moitié des pays de l'Amérique latine, à savoir le Venezuela, la Colombie, la Bolivie, qui fut nommée après lui, le Pérou, l'Équateur, l'Antigua, il vivait en Jamaïque. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la présence ou l'absence d'un individu sur un terrain de combat ne définit pas forcément son rôle dans ce combat. Alors pour vous autres qui pensez que tout le monde doit être au rendez-vous à Décon pour faire tomber Faure Gnassingbé, sachez que dans chaque lutte, il a fallu que certains soient dehors pour torpiller les choses. Mais cela n'empêche pas que ceux qui sont à l'intérieur participent d'une façon ou d'une autre à la résistance. Alors, je fais donc un appel à tous de réfléchir sur le Togo que vous voulez voir. Prenez le temps de lire, de vous cultiver et faites vos propositions. Une plateforme est en train d'être créée. Je pense qu'elle a même déjà été créée pour recueillir les propositions des uns et des autres. Le processus doit être participatif. Et ce n'est qu'avec notre détermination et notre abnégation que nous viendrons à bout de cette tyrannie coloniale qui nous opprime depuis 6 décennies. Sur ce, je vous remercie. Passez une bonne journée ou soirée. Au revoir.